Je m'appelle Michael Pires, alias J. Rodriguez. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Et c'est à cause de ça que j'ai eu une scolarité chaotique, euh, cette violence, cette haine. Quand je suis arrivé au collège, ça a été un peu ma zone positive. En sixième, je suis arrivé au collège comme c'était une grande cour de récréation. Je J'avais pas envie de travailler, j'avais envie d'être avec mes copains, de rigoler, de rigoler avec mes professeurs parce que mais j'avais pas bien compris, j'avais pas saisi l'endroit où j'étais en fait. Et en sixième, j'ai été au deuxième trimestre, j'ai eu le droit à un conseil de discipline parce que mon comportement n'allait pas du tout. C'était, je parlais, je rigolais, je perturbais la classe, j'étais vraiment une mauvaise personne. Et suite à ce conseil de discipline, j'ai vu que j'avais énormément déçu ma mère parce que ma mère était là ce jour-là. Et en fait, j'ai dit, mais je peux pas faire du mal à ma mère en ayant ce comportement-là. Donc j'ai décidé de changer de comportement. J'ai toujours rien fait, mais par contre, voilà, je respectais les professeurs, leur travail, et, et je me servais de la cour pour m'éclater. Et du coup, j'ai passé toute ma scolarité au collège. Donc tout ça, tout est en simultané, hein. Les violences qu'on a vécues, c'était dans la même période où j'étais au collège, où je sortais avec Pierre, Mathieu. Voilà, ça a vraiment été un ensemble qui a avancé dans le temps. Et le collège, je l'ai passé à m'amuser, à avoir un bon comportement après ce fameux conseil de classe. Mais, euh, mais c'était mon moment où j'étais pas à la maison. C'était le moment où je me sentais le mieux. Et plus la journée avançait, et plus j'avais peur de rentrer. Parce que je savais qu'à la maison, je savais ce qui nous attendait. Et on savait jamais réellement ce qui nous attendait. Parce que c'était tellement aléatoire, ces colères, ces crises. Il y a des fois, il avait des phases il avait des phases où pendant une semaine, 15 jours, des fois un mois, 2 mois, où il n'y avait pas de colère, il n'y avait rien de tout ça. Il n'était pas gentil, mais il était normal. On va dire normal. Euh, il buvait moins dans ces périodes-là. Et, euh, et c'est peut-être ça qui fait que du coup, il était peut-être plus calme. Mais on a toujours su qu'il avait un problème psychologique. On a discuté de ça avec notre médecin traitant. Il a bien cerné qu'il y avait un souci, mais il ne se l'est jamais vraiment avoué. Et aujourd'hui, c'est, on se dit qu'avec le temps, on espère ne pas devenir comme lui. On espère ne pas devenir comme lui. Et plus tard dans mon histoire, je vous raconterai un petit peu cette phase de travail que j'ai dû faire pour me libérer de ce mal-être intérieur et de parler librement de ça, parce que je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Là, aujourd'hui, je le fais devant une caméra. Personne ne connaît mon histoire à part les gens avec qui j'ai été proche, mes potes, ma famille. Euh, les gens savaient plus ou moins ce qui se passait à l'intérieur de ces quatre murs, mais jamais personne n'a dit quoi que ce soit. En fait, ça a toujours été le silence, comme si les gens avaient peur. Ils savaient, mais c'est comme s'ils avaient peur de nous aider. Et tout le monde le savait. Les voisins le savaient, les parents de Pierre le savaient, tout le monde le savait, ma famille le savait. Ils ont souvent essayé de. Faut que tu partes, faut pas que tu restes dans cette maison. Qui disait à ma mère, il faut vraiment que tu le quittes, que tu divorces, il faut que tu ailles voir la police, il faut que tu portes plainte. Et elle l'a jamais fait, parce qu'elle avait toujours l'espoir qu'il devienne normal et qu'il change. Sauf qu'elle a attendu toute une bonne partie de sa vie. La dernière fois où c'est parti en cacahuète,
parce que je vais utiliser ce terme-là, où c'est vraiment parti en cacahuète, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, je venais d'avoir mon permis et, j'étais dans ma chambre, là-haut. Et à 18 h, on entend mon père, 18 h, hein, on entend mon père qui nous appelle, vous venez manger. Donc, du coup, bah, on regarde l'heure, 18 h, on dit, bah, en fait, moi, je vais pas manger à 18 h parce que bah, il est 18 h et que je mange pas à 18 h. Et je me souviens cette phrase qu'il m'a dit, bah, t'es pas content, tu dégages, tu vas manger au McDo. Alors j'ai dit, bah, ok. Donc j'ai pris ma voiture, je suis parti chercher mon McDo. Et sur le retour, mon téléphone sonne et ma sœur qui m'appelle en hurlant et qui me dit, il est en train d'étrangler maman, il est en train de la tuer. J'ai pris cette info-là et ça a raccroché. Et là, j'ai dit, c'est fini, il faut que ça s'arrête. J'ai eu peur parce que j'ai, pour la première fois, réussi à appeler la police. J'avais 18 ans. Les violences ont commencé quand j'avais 6 ans. Et la première fois où j'ai pu appeler la police, j'en avais 18. Je vous laisse imaginer ce qu'on a pu vivre pendant toutes ces années, très très longues années. Donc je prends mon téléphone, j'appelle la police, je leur explique la situation, je leur explique que ça fait des années que ça dure et que là, il va vraiment y avoir un mort, qu'il est en train de l'étrangler et que quand ils vont arriver, ça va être trop tard. Et quand je suis arrivé devant chez moi, ils étaient déjà là. Et, euh, et quand je suis sorti de ma voiture, j'ai dit, ça y est, c'est fini, ma mère est partie. Et je l'ai vu sortir. Et je l'ai vu sortir de la maison, les policiers l'ont extrait de la maison, et lui était en train de taper sur les murs à l'intérieur comme un malade mental. Et au moment où il a vu la police, il s'est arrêté net. Il s'est arrêté net, il a arrêté de crier, il a arrêté de... Moi j'étais dehors, donc il avait compris que j'avais appelé la police. Et du coup, la police, de ce que je me souviens, d'avoir vu quand je suis rentré dans la maison, c'est qu'il était menotté au canapé. Je le vois menotté au canapé. Peut-être que mon cerveau m'a joué des tours à ce moment-là, mais je le vois les mains derrière le dos sur le canapé avec les menottes. Je pense sincèrement qu'ils ont dû faire ça pour le maîtriser, pour le contenir, parce qu'il était devenu vraiment possédé par le démon et clairement, c'était dingue. À ce moment-là, il y a mes tantes, parce que sur la route, j'ai prévenu mes tantes qui n'étaient pas très loin pour le coup, qui sont venues aussi. Et qui sont intervenus au même moment avec la police, etc. Et quand j'ai vu ma mère, j'ai été soulagé. J'ai dit, ça y est, elle n'est pas partie. Et elle avait la trace des mains de mon père. Donc quand elle a raconté ce qui s'était passé, en fait, c'est ma sœur, ma petite sœur qui m'a raconté ça. Elle devait avoir 14 ans, 13-14 ans quand ça arrivait. Et elle m'a raconté ce qui s'est passé. Il a pété un câble, il s'en est pris à elle et elle est venue se réfugier dans la chambre. Il l'a poussée contre le lit, en fait, il l'a attrapée à la gorge, il a serré, serré, serré. Et ma sœur, la voyant comme ça, s'est allongée à côté d'elle en pleurant et elle m'a appelé en même temps, en fait. Et elle voyait vraiment que là, c'était fini. Et, et heureusement, il s'est arrêté et ça a été la dernière fois où il a été violent avec elle, physiquement. Parce qu'après cette phase-là, ma mère est partie quelque temps de la maison. Moi, il m'a jeté dehors. Il m'a dit, tu prends toutes tes affaires, t'as appelé la police, t'es plus mon fils, tu dégages. Et je me rappelle lui avoir dit ça, mais je dis, tu te rends compte que j'ai jamais été ton fils. J'ai jamais été ton fils. Tu m'as toujours traité comme de la merde. Tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, tu m'as toujours mis des bâtons dans les roues en disant que je serai un bon à rien, que j'arriverai à rien dans la vie, etc. Et tu peux pas dire que je suis ton fils. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça fait depuis mes 18 ans que je ne lui ai pas adressé la parole. Et j'en ai 35 aujourd'hui. Et je me porte à merveille. Je me porte à merveille parce que je me suis libéré de lui, libéré de ses griffes. Déjà libéré de ses griffes parce que m'être libéré de lui, ça a été long et dur parce que j'avais vu, vécu, entendu, j'avais été persécuté, j'ai vécu vraiment des choses que je souhaite vraiment à personne. Et si j'ai un message à faire passer par rapport à ça aujourd'hui, surtout si ça vous arrive chez vous, ne vous emmurez pas dans le silence. Il faut vraiment
heu, que vous fassiez le nécessaire pour pas que ça continue. Je souhaite vraiment ça à personne. Aucun jeune, aucune femme, aucun homme, parce qu'il y a aussi des hommes battus. Heu, je l'ai vécu dans bien après, mais je l'ai vécu. Je vous raconterai cette phase aussi, mais vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui vit cette situation, qui vit cette situation, vous le savez, si vous savez qu'un voisin, votre tante, vit cette situation, faites vraiment le nécessaire parce qu'un jour, c'est trop tard. Et j'ai eu la chance de pas vivre, de vivre comment dire? Le final de cette violence, de justesse, mais vraiment dénoncez ces violences et faites vraiment tout ce que vous pouvez pour aider les personnes qui sont victimes de violences conjugales, les enfants qui sont victimes de violences également, parce que je l'ai été, ma sœur l'a été, mon frère l'a été avant moi et il faut vraiment que tout ça, ce soit, faut plus que ce soit tabou, faut que ce soit dénoncé et les personnes qui font ça, il faut vraiment que justice soit faite et que ça il faut vraiment que ça n'arrive plus. On a trop de femmes qui décèdent sous les coups de leur mari et inversement. Des enfants, retrouvés morts parce que, on a on savait qu'il se passait quelque chose, mais on n'a pas osé. Il faut oser, il faut oser, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous avez des doutes, il faut lever les doutes parce qu'un jour, c'est trop tard et c'est important. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir, beaucoup d'aide par rapport à ça, malgré que le collège était au courant. Tout le monde le savait et on n'avait pas les mêmes moyens à l'époque de prévention, c'était très tabou et aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir faire des choses. Donc il faut vraiment faire le nécessaire pour qu'aucune femme et aucun enfant ne vive ce que nous, on a pu vivre. Ma mère aujourd'hui, elle s'est séparée de lui il y a bien des années. Elle a divorcé, elle a pris son appartement. Elle vit seule avec ses 2 chats, mais aujourd'hui, elle est heureuse. Il faut savoir que pendant toutes ces périodes-là, ma mère n'avait pas d'argent. En fait, elle travaillait et cet argent, elle le mettait sur le compte commun et c'est mon père qui avait la maîtrise de l'argent et il lui donnait, un malheureux billet de 20 € pour qu'elle fasse la semaine. Donc elle devait acheter le pain et quand elle avait besoin de s'acheter des vêtements, des chaussures, elle était obligée de lui demander de l'argent. Vous vous rendez compte du truc, c'est horrible pour une personne de vivre ça, sachant qu'elle a travaillé toute sa vie. Et aujourd'hui, ma mère, elle est seule, elle est en retraite désormais. Elle a eu des fonds de la vente de la maison et cetera. Enfin, il y a pas de et aujourd'hui, ma mère, elle a encore peur de dépenser. Parce qu'elle a tellement été habituée toute sa vie à avoir quasi rien, qu'aujourd'hui, même quand elle dépense, elle s'achète une paire de chaussures, elle ose pas. Mais parce que c'est psychologique, c'est un choc traumatique qui n'a pas guéri alors c'est très bien d'un côté parce elle est pas dépensière donc c'est bien. Mais elle sait aussi profiter maintenant. Elle voyage beaucoup, elle fait des voyages. Avant, elle aurait jamais fait ça. Sous l'emprise de mon géniteur, elle l'aurait jamais fait. Aujourd'hui, elle revit, elle est heureuse et pour moi, c'est le principal. Dans la vie, il faut avancer. Les blessures du passé font ce qu'on est aujourd'hui et c'est important de raconter ces histoires pour éviter que ça se reproduise et que ça arrive à d'autres gens. Ma mère n'en parlera jamais, comme moi je peux le faire aujourd'hui, heu, mais heu, mais je pense que c'est important de venir dire les choses, de venir ici pour dire les choses et de raconter. Maintenant, ça c'est la période, un peu sombre de mon histoire. Ça a continué un peu, dans le futur, où j'ai eu peur d'avoir des répercussions mentales sur mes propres relations sentimentales. J'ai eu des petites amies dans la vie, j'en ai eu quelques-unes. Bon, voilà, j'ai pas voilà, c'est normal, hein, je suis un homme, voilà et il y a, des relations qui se sont bien passées, ça a duré des fois peu de temps, des fois plus longtemps et cetera. Je me souviens d'une relation que j'avais eue, je donnerai pas le nom parce que j'ai pas besoin de donner le nom de la personne, où j'ai vécu ce que ma mère a vécu, mais à l'inverse. C'est-à-dire que j'étais avec une fille qui avait un fort caractère, comme moi et avec le temps, j'ai vu qu'elle avait, des comportements qui étaient un peu similaires à ceux de mon père
Elle pétait les plombs, enfin voilà, ça allait jamais. Et une fois, on s'est fâché et, et elle m'a frappé.